Bonjour à toutes et tous pour l'épisode 38 de Parlons Constitution. La dernière fois, on avait parlé de la motion de censure et du renversement qui en découle, du renversement du gouvernement. Et donc maintenant, on va parler du pouvoir qui est exercé en retour par l'exécutif sur l'Assemblée nationale, la dissolution parlementaire. Alors commençons directement. Pourquoi permettre la dissolution parlementaire? Alors d'abord pour empêcher les éventuels abus de pouvoir d'un parlement ou d'une assemblée tyrannique. En effet, il n'est pas exclu qu'une assemblée qui pourrait être très soudée, pourquoi pas, pourrait éventuellement faire des abus de pouvoir, faire passer des lois qui soient contraires aux intérêts des Français ou de la France en général, et que le gouvernement ou le président de la République décide que ce n'est pas quelque chose de bien, que c'est un abus de pouvoir. Bref, vous voyez l'idée, contre un parlement qui ferait des abus de pouvoir, qui aurait un comportement un peu tyrannique ou, disons, malveillant, alors il pourrait y avoir une dissolution parlementaire pour contrer cela. Aussi, l'autre raison qui est une raison plus probable, c'est en cas d'incompétence, de travail impossible, lorsqu'il y a des conflits notamment trop forts entre les partis et pas de majorité au sein du Parlement ou d'une assemblée. On verra après dans la partie 2 si ça doit être plutôt une dissolution parlementaire sur le Parlement entier, sur une seule assemblée, laquelle, etc., etc. Donc, pour empêcher les abus de pouvoir, ou en cas d'incompétence, de travail impossible au sein du Parlement ou d'une assemblée. Également, il y a une autre raison à cela, c'est s'il y a un blocage insurmontable entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Les deux n'arrivent plus à s'entendre, le pouvoir législatif fait des lois, mais le pouvoir exécutif veut pas les appliquer parce que ce sont des lois qui, pour lui, sont vraiment néfastes pour la France. Ce n'est pas un abus de pouvoir ici, c'est juste qu'il y a un blocage insurmontable entre les deux pouvoirs, notamment pour ce qui est du budget, ça pourrait être ça, puisque c'est le gouvernement qui fait le budget, mais le Parlement qui le vote, et en particulier l'Assemblée nationale. Donc ça pourrait être une autre raison pour autoriser, pour permettre une dissolution parlementaire. Aussi, il y a une dernière raison, c'est si il y a un pouvoir de renversement du gouvernement par une assemblée ou par le Parlement en général, alors ça peut permettre d'équilibrer les relations entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Et comme on l'a vu à l'épisode 37, actuellement et aussi ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une motion de censure possible. Donc c'est aussi une question d'équilibre. Mais la séparation des pouvoirs alors, eh bien, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, pourquoi? Pourquoi est-ce que ce n'est pas un problème que le gouvernement ou le président de la République puisse renverser le Parlement ou une assemblée? Eh bien, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que la dissolution parlementaire est un pouvoir limité. Il est borné, limité. Ce n'est pas un pouvoir absolu, il y a des conditions à remplir pour que ce pouvoir puisse être exercé, on les verra plus tard dans l'épisode. Autre raison importante, c'est qu'il y a un pouvoir de renversement du gouvernement en retour. L'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement via une motion de censure notamment, ou lorsque c'est provoqué par le gouvernement lors d'un 49.3 ou d'une question de confiance. Donc pour ces deux raisons-là, mais aussi pour la troisième, qui est que l'exécutif ne peut pas pour autant exercer de rôle législatif, faire des lois, il n'y a pas de problème de confusion des pouvoirs. En réalité, les pouvoirs sont toujours séparés. Ce pouvoir de dissolution parlementaire est un pouvoir qui ne va pas contre la séparation des pouvoirs et qui est en fait une conséquence de cette idée de relation entre les pouvoirs. Car même si les pouvoirs sont séparés, ils doivent se parler, il doit y avoir des relations entre eux qui permettent de résoudre d'éventuels problèmes, comme les abus de pouvoir ou des conflits insurmontables. Et vous comprenez qu'ici je parle bien sûr des raisons que j'ai évoquées juste avant concernant la possibilité de dissolution parlementaire. Abordons maintenant une question importante, quelle chambre dissoudre? Est-ce qu'il faut dissoudre tout le Parlement ou seulement une chambre? Si oui, laquelle? Peut-être plusieurs chambres? Pas toutes? Bref, quelle chambre dissoudre? Faut-il dissoudre tout le Parlement? Alors actuellement, ce n'est que l'Assemblée nationale qui peut être dissoute. Pourquoi? Car le Sénat ne peut renverser le gouvernement. Et car l'Assemblée nationale a le dernier mot dans le processus d'élaboration de la loi. C'est pour cela que le Sénat ne peut pas être dissous par l'exécutif, et que seule l'Assemblée nationale le peut. Puisque le Sénat ne peut pas renverser le gouvernement et que le Sénat a un pouvoir moindre par rapport à l'Assemblée nationale, alors il est protégé de la dissolution. Mais pour ma vision politique dans le domaine constitutionnel, pour cette série, qu'est-ce que ce serait? Eh bien ce serait le même raisonnement. Donc le même raisonnement pour l'Assemblée nationale et la Chambre des sages. Pourquoi? Car la Chambre des sages ne peut pas renverser le gouvernement non plus. Et aussi car la Chambre des sages, et ça c'est encore plus important, ne fait pas la loi ordinaire. Donc c'est seulement l'Assemblée nationale qui peut être renversée.
Mais alors, on n'a pas parlé d'une autre chambre, le conseil scientifique. Qu'en est-il pour le conseil scientifique? Eh bien, il peut déjà être dissous, enfin quand je dis déjà, c'est pas actuellement puisqu'il n'existe pas, ou pas encore, mais bref, il peut être dissous via une procédure de levée du veto scientifique pour non-conformité à la Constitution. C'est ce qu'on avait vu dans l'épisode 26, partie 1, petit 16, sur le veto et le préavis de veto scientifique. Donc pour quelques rappels, parce que c'est bien de se rafraîchir la mémoire, je vais pas tout répéter ici ce qu'on avait dit dans l'épisode 26, mais bref, passons rapidement quand même dessus. Le président de la République, les directeurs et les présidents des assemblées, que ce soit Assemblée nationale, Chambre des sages ou Conseil scientifique, peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour non-respect de la Constitution, et en particulier de son rôle, le rôle du Conseil scientifique, et de la scientificité de ses analyses. C'est-à-dire, si le conseil scientifique prend un rôle politique lors de ses analyses, ou lorsqu'il émet, qu'il pose un veto scientifique ou un préavis de veto scientifique, alors c'est qu'il est contraire à la Constitution, et dans ce cas-là, le président de la République, les directeurs et les présidents des assemblées peuvent saisir la Cour constitutionnelle, et donc, si cette Cour constitutionnelle confirme l'illégalité, alors il y a levée du veto sans délai, et le conseil scientifique est dissous, avec des sanctions envers les membres du conseil scientifique dissous. Les détails sont bien sûr dans l'épisode 26, partie 1, petit 16. Donc, l'Assemblée nationale seulement, actuellement, et aussi dans ma vision politique constitutionnelle. Mais, quelle procédure, quelles conditions pour cette dissolution parlementaire? Comment est-ce que ça se passe actuellement et comment est-ce que ça se passerait selon moi, ça devrait se passer selon moi? Actuellement, la procédure est définie à l'article 12 de la Constitution, de la 5e République donc. Le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Les élections générales ont lieu 20 jours au moins et 40 jours au plus après la dissolution. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de 15 jours. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections. Alors on va reprendre point par point cet article 12 de la Constitution pour découvrir, pour mieux comprendre, mieux analyser ce qu'il se passe actuellement. Alors la première chose à rappeler, c'est bien sûr que c'est seule l'Assemblée nationale qui est dissoute. Aussi, qui peut dissoudre l'Assemblée nationale? Eh bien, actuellement, c'est seulement le président de la République. C'est bien marqué au-dessus, le président de la République peut, après consultation certes de différentes personnes, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Il y a d'autres points importants qu'il faut noter, c'est bien évidemment cette consultation. Le président de la République ne peut pas dissoudre sans avoir consulté le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Aussi, autre point important, les nouvelles élections doivent avoir lieu entre 20 et 40 jours après la dissolution, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale doit être réélue entre 20 et 40 jours après sa dissolution. 20 jours minimum car on peut pas réélire rapidement l'Assemblée nationale. Il faut qu'il y ait une campagne avant. Donc il faut que les partis, les personnes se portent candidates pour ces élections législatives, et donc il faut un petit peu de temps pour ça, pour faire campagne, et aussi pour la population qui doit être informée et qui doit avoir un peu de temps pour réfléchir pour qui voter. Et maximum 40 jours, car ça doit pas non plus s'éterniser, on ne peut pas avoir un pays sans pouvoir législatif pendant trop longtemps. Car on a toujours besoin de faire des lois et de réagir aux différents événements qui peuvent arriver dans le monde. Bref, c'est une condition importante qu'il est bon de rappeler. Aussi, autre condition, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit l'élection, et s'il n'y a pas de session ordinaire d'ouverte à cette période, alors une session de droit est ouverte pendant 15 jours. Ceci étant pour permettre à l'Assemblée nationale nouvellement élue de se réunir pour discuter, nommer un président de l'Assemblée nationale, former les groupes, etc., s'organiser un peu et résoudre les problèmes les plus urgents qui pourraient être en cours. Aussi, il y a une limite, le pouvoir de dissolution parlementaire est limité, il n'y a pas de nouvelle dissolution dans l'année qui suit. C'est-à-dire que après une dissolution de l'Assemblée nationale, le président de la République ne peut pas dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale pendant 1 an. Passé ce délai d'1 an, il pourra de nouveau dissoudre l'Assemblée nationale, si nécessaire bien sûr. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette procédure, en tout cas je propose une nouvelle procédure pour ma constitution, pour ma vision politique dans le domaine constitutionnel. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait? L'Assemblée nationale seulement, ça ne change pas, c'est ce qu'on a dit juste avant dans la partie 2. Par contre, l'initiative serait au directeur, c'est-à-dire que les directeurs vont demander au président de la République pour dissoudre l'Assemblée nationale, le président de la République autorise ou refuse la demande.
Par contre, il ne peut pas s'abstenir, il doit obligatoirement autoriser ou refuser la demande. Il ne peut pas dire je ne sais pas ou je ne veux pas répondre. Donc ça, c'est dans la même logique que pour la motion de censure. Donc on a vu dans l'épisode précédent, dans l'épisode 37, je vous invite à aller voir si vous voulez plus de détails. Autre condition, c'est bien sûr les nouvelles élections qui doivent avoir lieu entre 20 et 40 jours après la dissolution. Ceci, je ne le change pas. Je ne le change pas car je juge que c'est très bien comme ça, pour les raisons que j'ai évoquées juste avant, bien sûr. Aussi, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection, et au moins 15 jours, c'est-à-dire 15 jours s'il n'y a pas de session ordinaire en cours. Bref, c'est la même chose, c'est comme actuellement. Par contre, dernière chose qui change, je supprimerai la limite de 1 an avant la possibilité de nouvelles dissolutions, car pour moi ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile car on a un président de la République comme arbitre qui va justement faire en sorte qu'il n'y ait pas de dissolution abusive. Les directeurs peuvent demander autant qu'ils veulent. Bon, bien sûr, faut pas non plus assommer le président de la République avec 50 000 demandes qui ne servent à rien, mais bref. En tout cas, si c'est nécessaire, le président de la République, qui est un arbitre, va autoriser autant de dissolutions qu'il le faut. Et si le peuple n'est pas d'accord avec ça, juge que ce n'est pas normal, que ce n'est pas justifié, alors il peut renvoyer le président de la République. C'est possible, car le président de la République est contrôlé par le peuple, en tout cas, il peut être renversé, révoqué par un RIC révocatoire. Bien sûr, c'est ce qu'on avait vu dans l'épisode 29. Ceci étant vu, on va pouvoir passer maintenant à la conclusion, récapituler un peu tout ce qu'on vient de voir. Cet épisode est très court, pour une fois ça change. En même temps, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à dire en plus, puisque c'est un seul pouvoir, et qu'on a évoqué plusieurs justifications avant dans d'autres épisodes, donc il n'y a pas besoin de s'attarder, notamment dans l'épisode 37, où on avait développé un peu plus certaines idées, notamment cette idée d'autorisation, de refus et d'absence d'abstention pour l'autorisation de motion de censure ou de dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République. Donc, pour rappel, pourquoi permettre une dissolution parlementaire? Pour plusieurs raisons. Les 3 principales sont pour empêcher, contrer d'éventuels abus de pouvoir de l'Assemblée nationale, aussi en cas d'incompétence de travail impossible au sein de l'Assemblée nationale, pour diverses raisons, mais notamment des conflits entre partis, et notamment quand il n'y a pas de majorité claire à l'Assemblée nationale, et aussi s'il y a un blocage insurmontable entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Aussi, pourquoi permettre la dissolution parlementaire? C'est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre car l'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement comme on l'a vu dans l'épisode 37, et donc pour qu'il y ait un équilibre, que le pouvoir arrête bien le pouvoir, que ce soit ça, mais dans les deux sens, il faut que ce soit équilibré, il faut que les relations entre les pouvoirs soient équilibrées pour que cette séparation des pouvoirs n'éclate pas en 1000 morceaux pour diverses raisons, dont, prenons un exemple, l'Assemblée nationale peut facilement renverser le gouvernement, mais le gouvernement ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale, donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'Assemblée nationale prend le dessus sur le gouvernement, et le régime devient donc un régime d'assemblée, puisque le gouvernement va se taire face à une Assemblée nationale plus forte. Ici, non, on permet une dissolution parlementaire, comme ça les deux pouvoirs, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ont tous les deux des armes équivalentes, et on vient réguler ça via quoi? Via le président de la République qui autorise ou refuse la motion de censure ou la dissolution de l'Assemblée nationale en fonction de la situation, bien sûr, parce qu'il est un arbitre. Et qu'il n'est pas, je le rappelle, chef de l'exécutif, il est chef de l'État, il n'est pas chef de l'exécutif et pas chef militaire dans ma vision politique constitutionnelle. Aussi, autre chose importante, c'est uniquement l'Assemblée nationale. Pourquoi? Car la Chambre des sages ne fait pas la loi ordinaire et elle ne peut pas renverser le gouvernement. Le conseil scientifique ne peut pas non plus être renversé par le gouvernement avec l'autorisation du président de la République, car il peut être dissous déjà par une procédure de levée du veto scientifique pour non-conformité à la Constitution. C'est une autre façon, c'est une autre procédure qui permet de dissoudre le conseil scientifique s'il ne fait pas son travail, s'il fait n'importe quoi, et surtout s'il prend un rôle politique. Mais là, l'arbitre n'est pas un arbitre politique, donc ce n'est pas le président de la République, mais c'est un arbitre plus juridique, encore plus neutre, normalement, en tout cas on l'espère, la Cour constitutionnelle. Mais je renvoie encore une fois à l'épisode 26, partie 1, petit 16. Donc, dans ma vision politique constitutionnelle, il y aurait une nouvelle procédure de dissolution de l'Assemblée nationale. Comment? Par une demande par les directeurs, qui serait autorisée ou non par le président de la République, sachant qu'il ne peut pas s'abstenir, qu'il est obligé de dire oui ou non, il ne peut pas dire je ne sais pas, ou pas encore, ou juste ne rien dire. Et autre nouveauté par rapport à actuellement, c'est la suppression de la limite de 1 an avant la possibilité de nouvelles dissolutions.
donc il reste des choses identiques, uniquement à l'Assemblée nationale, les dates pour les nouvelles élections et pour la session de plein droit, donc nouvelles élections entre 20 et 40 jours après la dissolution, et session de plein droit ouverte le deuxième jeudi après l'élection, pendant 15 jours s'il n'y a pas de session ordinaire normalement, et sinon pendant la durée de la session ordinaire. Donc maintenant, après tant d'allers-retours entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif pour voir les différents pouvoirs qui s'exercent de l'un sur l'autre, leurs relations, tout ce qu'on a vu, responsabilité politique du gouvernement, la dissolution parlementaire ici et tous les autres pouvoirs, les petits ajustements, les études d'impact, les ordonnances, bref, tout ce qu'on a vu pendant ces presque 10 derniers épisodes, voire même 15 ou 20 derniers épisodes, bon, vous avez compris, on a fait beaucoup d'allers-retours entre législatif et exécutif, maintenant on va quand même passer à autre chose. On va peut-être revenir sur ces pouvoirs-là, évidemment, forcément ce sont des pouvoirs principaux, les pouvoirs principaux d'une constitution, mais maintenant on va quand même passer à un autre pouvoir, nous allons passer au troisième pouvoir, qui est le pouvoir judiciaire bien entendu. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à liker, à aller partager sur les réseaux sociaux, à aller visiter les réseaux sociaux d'Epistos Kratos, Discord, Instagram, Facebook ou aller lire nos articles sur la plateforme de blog Medium. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire merci encore et à bientôt pour l'épisode 39 qui abordera du coup pour la première fois le pouvoir judiciaire.